So greetings, everybody. Bonjour à tout le monde. Nous attendons toujours des participants qui nous rejoignent. Nous allons commencer sous peu. Veuillez patienter. Rebonjour à tout le monde. Je m'appelle Diana Cheng Block de l'OMS du service immunisation et biologique. Merci d'avoir patienté parce que nous manque toujours un présentateur, mais j'espère que pendant le déroulement de la séance, elle va pouvoir nous rejoindre. Merci de vous rejoindre à nous. Ici, c'est notre séance sur les stratégies de vaccination dans des cadres euh, humanitaires, dans des populations comme des migrants et réfugiés. Prochaine diapo. Oui, je viens de dire ça. Je l'ai dit avant de montrer la diapositive. Prochaine diapo. Et pour ceux qui rejoignent cette communauté d'apprentissage, ça a été établi dans le cadre du partenariat sur le COVID-19 pour partager les leçons apprises sur des bonnes pratiques au niveau pays dans des 32 pays concernés qui étaient sous les 18% de vaccination en janvier. Et c'est ici une séance pour ceux qui soutiennent ou qui déploient la vaccination dans ces pays. Alors, il y a une diapositive sur les séances, non? OK. Alors, aujourd'hui, c'est la 5e séance de notre série. Une autre séance va être présentée le mois prochain. Cette diapositive vous annonce quelque chose que nous venons de lancer qui s'appelle le Compendium global de la connaissance des pays sur la vaccination du COVID-19. Nous avons des expériences riches qui sont sorties
à travers les années 2020-2021. À notre sortie de la pandémie, nous avons lancé le Compendium Global, ce qui est une collection des expériences documentées des divers pays, des études de cas, des évaluations et des rapports de synthèse sur ces évaluations qui peuvent être retrouvés à travers le lien. Merci Alex, vous l'avez mis dans le chat. Je vous demande de sauvegarder cette référence, c'est très utile. Nous avons recueilli plus de 100 expériences dans ce registre global. Nous vous demandons d'y accéder, d'y faire référence et de partager vos expériences si vous êtes intéressé à documenter davantage des expériences. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous. Vous avez les coordonnées d'un de mes collègues, Alejandro Ramirez González. Si vous mettez en contact avec lui, il serait très enthousiaste de pouvoir partager vos expériences. Et voilà, les diapositives étaient mal ordonnées dans ma tête. Ici, c'est la 5e séance dans une série de séances. Il nous reste une mi-novembre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir 3 différents présentateurs, pas seulement 2. Nous allons commencer avec Anne Burton de UNHCR et puis le ministre de Santé publique de du Liban. Et nous avons un présentateur de remplacement de l'UNICEF à Soudan, Dr Mahamet, Islam Mahamet, qui va pouvoir nous rejoindre ici peu, s'il n'est pas déjà la prochaine diapositive. Je pense que je vous ai déjà expliqué la série des séances et maintenant Santosh, c'est à vous. Merci Diana. Je vais juste vous expliquer les logistiques appliquant à cette séance. Pour cette séance d'apprentissage, nous avons de l'interprétation simultanée en français. Si vous cliquez sur le globe en bas, dans la barre des tâches, vous pouvez écouter la langue préférée, soit le français ou l'anglais, ce qui est la langue d'origine. Nous avons aussi des sous-titres en direct. Vous pouvez cliquer sur les sous-titres, l'icône de sous-titres. En bas, vous pouvez voir les sous-titres ou cacher les sous-titres. Vous pouvez avoir accès selon vos préférences. Nous allons avoir des séances de questions et réponses après chaque présentation de chaque pays, mais vous avez aussi la fonctionnalité chat pour poser vos questions pendant la présentation et nous pouvons utiliser les questions posées pour encadrer notre discussion. Cette séance va être enregistrée et votre participation constitue accepter que vous soyez enregistré. Je voudrais parler avec vous vers la fin que vous pourriez télécharger un certificat de participation depuis l'Université de Nouveau-Mexique en cliquant sur le lien, ce qui est disponible ici et va être aussi partagé dans le chat. Il suffit de répondre à un questionnaire post-séance et à la fin de cette participation, vous auriez un certificat de participation. Le projet ECHO recueille l'enregistrement, la participation, les questions-réponses, les commentaires dans le chat et les réponses au questionnaire pour des programmes ECHO. Vos données vont être partagées avec le promoteur du projet, mais ces données vont être utilisées pour des rapports, des cartes et des autres projets ECHO. Avant de commencer, nous avons une activité d'accueil.
Nous vous demandons tous de répondre à cette question qui va être disponible sur votre écran. Voilà, ça c'est le questionnaire d'introduction. Selon vous, quelles sont les 3 barrières pour la population concernée, les personnes déplacées, les réfugiés et des migrants? Vous avez des options en dessous. Veuillez sélectionner seulement les 3 barrières selon vous, y compris identification, documentation, des politiques nationales restrictives, manque d'accès aux soins de santé, des obstacles logistiques, manque d'accès à l'Internet, manque de fiabilité, manque de confiance et la discrimination. Nous allons patienter encore un peu. Nous vous demandons de donc répondre au questionnaire présent sur votre écran. Nous avons la participation de presque 50% des participants. Nous pouvons arrêter là. Est-ce que vous pouvez montrer les réponses, s'il vous plaît? Sur la base des réponses, vous voyez que la majorité disent que le plus grand défi, la barrière la plus importante est une manque de confiance et manque d'information à 68%. Deuxièmement, ce serait des barrières administratives comme l'identification des documents, etc. Troisièmement, nous voyons des politiques nationales restrictives et manque d'accès aux soins de santé. Merci d'avoir participé dans ce questionnaire. Je vais donc fermer cette fenêtre. Prochaine diapo. Très bien. Est-ce que je peux demander à Anne de vous présenter vous-même avant de commencer votre présentation? Oui. Bon après-midi et merci beaucoup à Diana et Santosh. Je m'appelle Anne Burton. Je suis chargée de la partie santé publique de l'Agence des réfugiés de l'ONU. Je suis ravie d'être là pour parler de la vaccination dans des cadres humanitaires. Pendant cette présentation, nous allons parler de qui sont les populations concernées dans des cadres humanitaires, pourquoi c'est important de les atteindre, de vous donner un résumé de nos programmes de santé publique à l'ONU, ce que nous avons lancé chez les réfugiés en termes de vaccination COVID-19, nos réussites, pourquoi c'est important de faire de la surveillance sur les programmes de vaccination et les leçons apprises. Alors, en 2022, il y avait 274 millions de personnes qui avaient besoin d'aide et de protection humanitaire, comprenant des personnes déplacées dans leur propre pays, les réfugiés et des chercheurs d'asile, que ce soit une frontière reconnue ou pas, des populations dans des régions impactés par des conflits, des migrants qui sont impactés par des urgences humanitaires et des populations impactées par des désastres naturels, y compris des événements liés au climat. 274 millions est une augmentation de les années d'avant, qui était 234 millions. Ce chiffre ne comprend pas l'Ukraine et cette crise qui représente la plus grande population déplacée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pourquoi c'est important de parler de
d'atteindre les populations vulnérables. Ces populations sont les plus vulnérables globalement. La majorité sont hébergées dans des pays de ressources moyennes ou pauvres qui n'ont pas des ressources pour atteindre ces populations. Ils sont peut-être pas compris dans des systèmes de santé nationaux et même s'ils sont inclus, ces systèmes sont souvent fragiles et ne peuvent pas délivrer des services envers ces populations. C'est empiré par le fait que ces personnes sont localisées dans des parties du pays lointains ou difficiles à atteindre dû à une insécurité du pays. Beaucoup de ces populations sont en train de vivre dans des crises pendant des années et de vivre dans des conditions sous-niveau avec un statut vulnérable aux maladies et vulnérable aux résultats négatifs. Ces pays peuvent aussi être exclus des programmes nationaux, particulièrement s'ils vivent dans des régions qui sont hors le contrôle de la nation en question. Pendant la pandémie COVID-19, nous avons vu à quel point c'est important quand nous sommes en train de parler du droit d'accès aux services de santé et de pouvoir atteindre le plus haut niveau de santé possible. Mais quand nous parlons, quand il s'agit de ces régions hors contrôle politique, c'est important que les pays aient des politiques inclusives qui s'agit de toutes les populations pour ne pas écarter certaines personnes. Si nous ne pouvons pas atteindre des cibles globales de vaccination et de couverture. Alors, pour le HCR de l'ONU, notre travail et la présentation va se concentrer sur les réfugiés, mais notre principe est de sauvegarder les droits et bien-être des personnes forcées de s'enfuir, des personnes recherchant de l'asile, des réfugiés, mais les personnes déplacées aussi. Ces chiffres ne comprennent pas la crise récente résultant de la crise en Ukraine, où vous avez vu pour la première fois cette année, nous avons atteint plus que 100 millions de personnes déplacées globalement. À l'ONU, nous avons aussi un statut pour des personnes sans État, mais il ne s'agit pas nécessairement d'une population à atteindre dans le cadre humanitaire. Nos programmes de santé publique, nous sommes au soutien du santé publique dans 50 pays par rapport au contexte du pays avec des différents cycles de la préparation jusqu'à la réponse, jusqu'à un retour éventuel chez eux. Nous travaillons avec des gouvernements, mais aussi avec des ONG nationales et internationales comme le Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. En termes de notre approche aux distributions du vaccin COVID-19 et au lancement des programmes, d'abord, il y avait une emphase sur l'inclusion dans les plans de déploiement des vaccins au niveau national. Avec le début du pandémie, nous avons pu développer et utiliser des relations avec des gouvernements pour promouvoir l'inclusion. Et nous avons pu, avec succès, inclure des réfugiés dans des programmes de vaccination COVID-19 et de la préparation pour la réponse au COVID-19.
Au niveau pays, nous avons participé dans des micro-plannings au niveau sous-national et national pour s'assurer que les personnes concernées soient incluses, mais la difficulté d'atteindre ces populations a été prise en considération. Nous avons essayé de faire en sorte que les sites de livraison du vaccin soient le plus proche possible et d'inclure ces populations dans le groupe cible de vaccination. Pour l'analyse de la préparation à vaccination, nous avons aussi inclus les réfugiés dans cette analyse et dans la considération pour l'inclusion des personnes à risque en ce qui concerne des actions et la préparation de vaccination au niveau national et sous-national. Il y avait beaucoup d'emphase sur la communication de risque et de l'engagement communautaire, l'adaptation des outils de communication nationaux et de le mettre dans tous les cadres des personnes à risque pour pouvoir les atteindre. Par exemple, au Liban, il y avait de l'engagement des réfugiés dans la conception des campagnes de vaccination. Nous avons fait de la surveillance des rumeurs et de la résistance contre la vaccination aussi. Nous avons aussi soutenu des partenaires de santé et leur a donné des fonds dans le soutien du gouvernement du lancement du programme de vaccination dans des pays concernés et a donné du support dans la dernière ligne. Nous avons fait attention de ne pas doubler ces informations si l'UNICEF ou le gouvernement ne pouvaient pas atteindre des parties du pays accueillant les réfugiés. C'est là où nous avons agi. Dans la compilation des données et la surveillance des données, nous regardions le progrès et les écarts au niveau pays en regardant la connaissance, la résistance contre la vaccination, la couverture, y compris la surveillance sur les événements averses. Dernièrement, toutes ces informations ont été utilisées pour traiter des barrières. Pour la plupart, les pays comprenant des réfugiés et des autres populations à risque dans le lancement de la vaccination, il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles ils n'étaient pas atteints au même niveau que des autres citoyens. Et ça comprenait aussi une manque d'accès à Internet quand il y avait de l'enregistrement, un système d'enregistrement en ligne ou une manque d'identification nationale dans des pays comme la Jordanie. Nous avons négocié l'utilisation du certificat de l'enregistrement ONU pour pouvoir s'enregistrer pour le vaccin comme substitut. Nous avons aussi utilisé les applications humanitaires au Iran et à l'Ouganda. En Iran, ils ont reçu 1,6 million de doses à travers le tampon pour vacciner 800 000 Africains. Juste pour remarquer où c'était important de le faire, nous avons étendu ce soutien à la communauté autour de la communauté hôte. Ce que nous avons atteint, c'est en 2021, 162 pays dont nous étions en train de surveiller, comprenant des réfugiés dans leur plan de vaccination contre le COVID-19. Dans 153 pays, nous étions conscients que les réfugiés ou les autres personnes à risque ont été vaccinées.
Mais dans des 70 pays où nous avons pu retirer des données, 10,6 doses du vaccin ont été données à environ 1,6 million de personnes à risque, la plupart étant des réfugiés. Nous sommes conscients que ce sont des chiffres absolus et ne représentent pas la couverture et nous allons en parler, mais nous savons aussi que nous ne sommes pas en train de capter ou nous ne sommes pas capables à capter toutes les doses qui ont été administrées. Alors, ce sont les chiffres qui représentent nos connaissances concrètes, mais nous savons que les vrais chiffres sont beaucoup plus hauts. Nous avons Anne. Je suis désolée de vous interrompre, mais je vais vous demander de parler un peu plus vite pour pouvoir avoir du temps pour les autres présentations. Oui, oui. Nous avons aussi agrégé ces données en nombre de doses par région. Comme je vous ai dit, c'est aussi, ça vient de la qualité des rapports. Alors, nous pouvons comparer avec les données qui sont disponibles, les nombres de personnes, les nombres de réfugiés vaccinés contre le nombre de citoyens nationaux. Et nous savons que dans la plupart des pays où nous avons des données, nous sommes confiants que le taux de vaccination des réfugiés est plus bas que les citoyens nationaux, sauf qu'il y a des exceptions dans ces données. Nous sommes en train de voir la moyenne et nous ne sommes pas en train de comparer avec la communauté envoisinante. Nous savons que les résultats peuvent être différents et nous sommes peut-être pas conscients de toutes les doses données aux réfugiés, mais c'est utile de faire ces comparaisons et de souligner les écarts où il faut faire plus d'analyse. Voilà les méthodes que nous avons utilisées pour surveiller la couverture vaccinale. Nous avons essayé d'encourager l'utilisation des méthodes robustes, y compris les modules de couverture de vaccination COVID-19 dans des surveillances existantes, mais nous avons aussi fait l'échantillage plus convenient où c'était possible. Alors, quelques résultats. Je ne vais pas vous expliquer chaque point, chaque pays, mais par exemple, au Pakistan, cette année, nous avons effectué un audit de santé et nous avons vu que 65% des réfugiés de l'Afghanistan ont reçu au moins une dose et 55% étaient vaccinés avec les 2 doses. En Iran, nous avons vu que 92% de ces réfugiés ont reçu au moins une dose et 92% encore qui ont reçu 2 doses. Mais dans des pays comme l'Égypte, et ça c'était en novembre de l'année dernière, nous n'avons pas des données à jour, mais seulement 10% des réfugiés ont été vaccinés par rapport aux 20% des citoyens nationaux. Et nous avons vu une situation où des réfugiés parlant l'arabe avaient une meilleur taux de vaccination que les réfugiés de l'Afrique subsaharienne. Une minute, Anne. Oui. Les leçons apprises, même si la majorité des gouvernements ont adopté des politiques inclusives, la plupart ont eu besoin de l'aide pour atteindre les réfugiés. La résistance contre les vaccins est présente, mais il ne faut pas euh, faire l'hypothèse que la couverture en résulte.
et il faut regarder vraiment pourquoi ces populations ne soient pas vaccinées. Des autres différences et des différences géographiques doivent être considérées. Quand nous regardons des données agrégées, il faut aussi regarder des écarts dans euh, les facteurs démographiques comme l'âge et le genre. Le tampon humanitaire a vraiment aidé à combler des manques d'approvisionnement, mais maintenant que nous avons un inventaire plus conséquente, le tampon est moins nécessaire. Mais maintenant, nous nous concentrons sur des autres barrières spécifiques au pays. S'engager à tout niveau était critique. Et comme nous avons montré avec les données, c'est très important de surveiller la couverture la couverture vaccinale dans ces populations, que ce soit avec des questionnaires, des audits et de l'échantillonnage et d'utiliser des données désagrégées depuis des systèmes de santé. Prochaine diapositive. Merci beaucoup et à vous, Diana. Merci beaucoup, Anne. D'abord, pour le HCR de l'ONU, pour votre travail à atteindre les plus vulnérables et aussi je m'excuse de vous demander de résumer votre présentation parce que ça mérite plus de temps. Je vais vous demander aux participants, nous n'avons pas du temps à faire des questions sur cette présentation de Anne, mais n'hésitez pas à taper vos questions dans le chat et je suis sûre que Anne sera ravie de vous y répondre. Notre prochain présentateur, Madame Hajar Samaha, depuis le ministre de Santé publique au Liban. Oui, bonjour, je m'appelle Hajar Samaha. Je suis cadre au service des migrants et réfugiés au Liban. Au ministre de Santé publique, je vais vous parler des réfugiés et des stratégies de vaccination des réfugiés et migrants au Liban. Liban est un pays de 10 452 km² qui accueille 5,6, qui héberge 5,6 millions d'habitants, un tiers qui sont des réfugiés de la Palestine et de la Syrie et des migrants. Nous avons la plus grande population des réfugiés depuis la Syrie et la Palestine et 210 000 migrants. Notre système est dominé par un secteur de santé qui est privé, qui offre 65% de la couverture. Et nous avons un réseau public-privé à but non lucratif. La situation à Liban est dans une urgence complexe. Nous avons une crise financière et sociopolitique. Nous avons l'instabilité politique avec l'explosion du port de Beyrouth qui a empiré la flambée du COVID-19 actuelle et une crise de l'électricité et de carburant qui en résulte d'une fragilité. Le gouvernement de Liban soutient les cibles de développement durable et ne veut écarter personne. Le ministre de Santé publique est aussi engagé dans l'assurance d'une couverture universelle avec une concentration sur les plus vulnérables. Le département de médecine préventive est responsable pour le déploiement de la vaccination COVID-19, mais qui ne fait pas partie d'un programme d'immunisation.
Le déploiement du vaccin a commencé en février 2021 avec le vaccin Pfizer à travers un accord bilatéral qui a été soutenu par un prêt depuis la Banque mondiale. Le Liban aussi s'est rejoint à la facilité COVAX et se finance soi-même, n'a pas reçu un tampon humanitaire. Prochaine diapo. Depuis le début du procès de vaccination du COVID, le Liban a utilisé les vaccins suivants. Nous avons différents types. Il y avait 80% de Pfizer, de toutes les doses administrées, AstraZeneca à 12,5%, Sputnik V 2%, Moderna 1% et Sinopharm à 0,4%. Les vaccins ont été administrés gratuitement pour toute personne vivant au Liban en suivant les lignes directrices prioritaires mises en place par l'OMS au début de la vaccination. Toutes personnes ont été demandées de se préenregistrer sur une plateforme en ligne. La couverture vaccinale actuelle des 2 doses est 44% de la population pour ceux qui ont plus de 12 ans et 79% pour les plus âgés qui ont 65 ans ou plus et 70% pour les travailleurs en soins de santé. La politique actuelle de vaccination au Liban, seul vaccin qui est utilisé, c'est le vaccin Pfizer basé sans rendez-vous. Chaque personne peut rentrer dans un centre pour se faire vacciner. Et tout le monde qui a plus de 12 ans sont éligibles pour une première, deuxième, troisième et quatrième dose. La deuxième dose doit être prise 3 semaines après la première dose. La troisième dose à prendre 5 mois après. Deuxième dose et quatrième dose à prendre 6 mois après avoir reçu la troisième dose. Les doses pédiatres sont disponibles et sont proposées pour ceux qui ont moins 5 à 11 ans. Mais il y a très peu qui ont choisi de prendre le vaccin à cet âge. Tout individuels sont éligibles pour la vaccination malgré leur nationalité, vaccination et fournir de manière régulière aux hôpitaux, des centres médicaux, des centres de santé publique et avec des programmes de marathon vaccinal, avec des bus vaccinales qui sont déployés dans des communautés où la vaccination, la couverture vaccinale n'est pas très haute. Nos partenaires clés sont le ministre de Santé publique, UNRWA, le HCR de l'ONU, l'OMS, l'UNICEF, Banque mondiale, des ONG et des ONG internationales avec des sites vaccinales. La vaccination COVID-19 entre des réfugiés et des migrants, il y a beaucoup de différentes nationalités avec des Libanais qui sont enregistrés, c'est environ 3 millions Libanais, à peu près 600 000 pour des Syriens, les 123 000 pour les Palestiniens et 273 pour les autres. Nous voyons qu'il y a une couverture qui est seulement 10,9% pour les Syriens, 2,75% pour les Palestiniens et 4,4% pour les autres. Ces données ont été extraites le 6 octobre. Quels sont les défis spécifiques liés à la vaccination dans la population des réfugiés et migrants? C'est que 52% de la population des réfugiés ont moins de 18 ans. Au début, les réfugiés syriens ont eu de la résistance contre l'AstraZeneca due à la sécurité du vaccin. Le Pfizer a été distribué aux travailleurs aux soins de santé. Il y avait beaucoup de réfugiés qui ne pouvaient pas sortir des camps dû aux raisons de sécurité et alors accès à une site de vaccination était une barrière.
Il y avait aussi l'enregistrement avec un smartphone ou avec accès à l'Internet qui était aussi une barrière. Il y avait aussi une peur de déportation et ou de répatriation. Il y avait beaucoup qui n'avaient pas l'identification nécessaire non plus pour s'enregistrer. Quel est le rôle du ministre de Santé publique et les partenaires? Alors, les stratégies concrètes qui ont été utilisées à travers le ministre, la stratégie était de fournir des vaccins gratuits malgré la nationalité, basés sur des groupes prioritaires et puis ensuite par des recommandations. Les documents et documents d'identification qui ont été périmés, des autres identifications depuis les ambassades, tout a été accepté. D'assurer la confidentialité des informations recueillies par la plateforme en ligne, d'organiser des marathons pendant des week-ends et de laisser des personnes venir sans rendez-vous, de mettre en place des bus de vaccination avec le support des ONG internationales dans des régions rurales. Le UNRWA voulait sécuriser des vaccins supplémentaires pour des réfugiés palestiniens, de faire une campagne d'enregistrement avec le travail du comité de dialogue libanais-palestinien, d'ouvrir un clinique de vaccination dans le camp Ain El Khalwa, a demandé les écoles du NRWH de se vacciner ou pour que les professeurs soient vaccinés ou testés. Le HCR de l'ONU avait comme stratégie l'engagement communautaire, le soutien de l'enregistrement en ligne, l'établissement des sites de vaccination dans des cliniques de santé publique dans des régions rurales, de mettre en place des unités mobiles, de soutenir des hôpitaux vaccinaux avec de l'essence et des autres ressources. Le IOM nous a aidés à coordonner avec des ambassades comme l'ambassade de l'Éthiopie et de Bangladesh, de coordonner avec le ministre du Travail, de fournir du soutien opérationnel en termes de sensibilité, de soutien de l'enregistrement en ligne, de fournir de la transportation, de payer les hôpitaux pour s'offrir les week-ends pour des travailleurs migrants, de mettre en place des sites de vaccination éphémères et des événements dans des hôpitaux, de fournir du soutien, du plaidoyer, de faire euh, de, des activités d'engagement communautaire et de soutenir le clinique mobile de la municipalité du Beyrouth. L'OMS nous a fourni avec du soutien financier et du soutien de pharmacovigilance. L'UNICEF a fait un partenariat avec le ministre Santé et des autres partenaires pour un groupe de travail RCCE de mettre en place des matériaux de sensibilité, d'initier la communauté et un traceur d'informations pour écouter en fait la société, les activités encore de diffusion et d'engagement avec des jeunes et des autres groupes spécifiques, de mobiliser des bénévoles pour des marathons vaccinales, de coordonner avec des leaders religieux et des organisations basées sur la religion pour souligner la vaccination pendant le ramadan qui n'était pas prohibée. Le WB a soutenu le développement d'un programme vaccinal à travers le pays. Les défis actuels à Liban, nous avons des informations qui sont soit mauvaises informations ou informations qui sont
éteints et mis à l'écart, des priorités qui se complètent avec des élections, des soucis économiques, une baisse dans les mesures de contrôle, un déclin dans le nombre de morts et de cas par rapport au COVID-19, des soucis par rapport à la sécurité du vaccin et les symptômes dans certains groupes, l'introduction des autres marques du vaccin COVID-19 et les infections malgré la vaccination. Il y a aussi de la fatigue au site de vaccination. Ils ont besoin de beaucoup plus de personnes. Il y a aussi le coût de transportation et de considérer l'étendue des sites de vaccination vers des autres endroits. Ce qui a bien marché, nous avons un plan de déploiement de vaccination nationale avec des groupes prioritaires qui sont clairs. Nous avons des équipes de vaccination détaillées dans nos SOP pour chaque type de vaccination. Nous avons un comité de consultation indépendant et un comité exécutif. La vaccination se fait beaucoup plus dans des hôpitaux publics. Nous avons le stockage des vaccins centralisés avec une transportation sécurisée depuis des centres de vaccination. Nous avons des audits qui sont faits par une partie tierce depuis le stockage jusqu'à l'administration pour identifier les écarts. Nous avons de l'enregistrement en ligne centralisé avec un certificat de vaccination standardisé, avec accès au public pour le nombre de doses administrées par âge, lieu, travail et des autres facteurs, une stratégie de communication claire sous notre plan de déploiement de vaccination. Finalement, le vaccin du COVID-19 doit rétablir nos vies, ne pas nous diviser. Merci. À vous, merci. Très bien, Madame Sama, superbe présentation, très, très intéressant. Et ça a montré comment le programme au Liban est complexe et avec beaucoup de relations entre différents acteurs et le succès que vous avez atteint malgré toutes ces barrières et ces facteurs complexes. Maintenant, il nous reste quelques minutes pour des questions et des réponses, peut-être 5 à 7 minutes parce que nous sommes un peu en retard. Si vous voudriez demander une question, vous pouvez le taper dans le chat ou vous pouvez utiliser la fonctionnalité lever la main. Nous pouvons accepter ça, que vous pouvez parler directement avec le présentateur. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir, j'ai une question depuis le chat que je vais demander après la demande des questions. Nous avons une question de pourquoi les pays n'ont pas fait une demande pour le tampon humanitaire. Nous allons demander ça au docteur Salim. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis docteur Salim depuis l'OMS à Soudan. Je voudrais demander s'il y a des études spécifiquement pour la prévalence sérique pour des anticorps du COVID-19 dans des réfugiés, soit au Liban ou autre part. À vous. Anne, est-ce que vous avez une réponse? C'est Samara. Madame Samara? Docteur Samara, voudriez-vous répondre? Oui. En Liban, en coordination avec le AUB, nous avons pu faire une étude de prévalence sérique, mais seulement pour des Libanais. Je ne sais pas s'il y a il faut demander au HCR de l'ONU pour savoir s'il y a des études pour des réfugiés. Merci. Oui, merci beaucoup. Pour des réfugiés, il y avait quelques pays où une étude sur la prévalence sérique a été faite, mais nous n'avons pas reçu des résultats finaux.
Mais juste à savoir la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'était pas pour voir si le vaccin était efficace, mais de voir si des personnes, les réfugiés, ont été euh, exposés au COVID qui n'a pas été dépisté à travers des moyens cliniques. Merci. Merci aussi de mon côté. Je suis à Rissimine. Je travaille pour la livraison des vaccins COVID-19 et merci encore, docteur, pour votre présentation qui montre où restent des problèmes pour atteindre des populations à risque. Mais en ce qui concerne le tampon, et je pense ça pourrait être très bien de savoir dans quel pays et les acteurs humanitaires, pourquoi ils n'ont pas fait la demande, mais je pense que la procédure n'a pas été facile au début. Il y avait beaucoup de concurrence pour des doses et je pense que c'est pour ça, il y avait un changement académique euh, pour atteindre les 900 millions doses supplémentaires nécessaires parce qu'ils n'étaient pas déjà disponibles dans les pays. Et c'était des stratégies que le Liban a appliquées pour atteindre des diverses populations dans leur petit territoire, ce euh, qui est un exemple formidable de comment atteindre ces populations. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, et il y a des problèmes avec les ONG et des accords contractuels en ce qui concerne des tampons entre des différents pays où euh, le HCR de l'ONU qui a mené vers à une campagne réussite de vaccination. À vous. Très bien. Merci beaucoup, Alice, pour cette clarification. J'ai un commentaire dans le chat depuis Ibrahima. Je ne sais pas si vous faites une réflexion ou c'est une demande générale. Est-ce que vous voudriez en parler? Si je comprends la question, il s'agit de ceux qui sont vaccinés mais qui ont été infectés quand même et s'ils ont l'opportunité de devenir re-immunisés, revaccinés. Hmm, d'accord. Si vous avez une autre question ou clarification là-dessus, vous pouvez mettre ça dans le chat. Est-ce que je peux avoir Katsudade, s'il vous plaît? Je pense que votre micro est toujours coupé, Katsu. D'accord. Alors, je m'appelle Katsu, je suis de l'Éthiopie et je travaille comme euh, adjoint technique du COVAX. J'ai une question sur la présentation, particulièrement les doses pour des autres migrants et réfugiés sont à 4% au Liban. Je me demande, c'est quoi la raison pour ça? Est-ce que ce segment de la population, c'est une population à risque et il aurait fallu faire des programmes spécifiques ciblés? Alors, c'est pour ça, je voudrais savoir si vous pouvez élaborer de pourquoi ces migrants sont vaccinés seulement à 4%. Merci. À vous. Très bien, Kassou, merci. Adja, est-ce que vous pouvez répondre en termes de pouvoir, de pourquoi la couverture des migrants serait beaucoup plus bas? Au Liban, en tout, nous avons un taux de vaccinants très bas, alors 50% globalement.
pour ceux qui sont enregistrés, se sont fait vacciner. Ils ont pris la première et la deuxième dose principalement. En termes des réfugiés, en coordination avec des ONG, l'OMS, l'UNHCR, le HCR de l'ONU, nous avons travaillé avec Vaxersis de pouvoir augmenter le taux de couverture dans ces groupes cibles. Merci beaucoup, Dr. Samar. Nous reste une question dans le chat. Désolée à mon collègue Imran, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est une très bonne question sur comment le Liban a pu atteindre une population non enregistrée. Alors, si vous pouvez répondre à sa question dans le chat, Dr. Samaha, ce serait formidable. Maintenant, je vais demander notre présentateur du Soudan, Dr. Islam Ahmed. Merci de nous avoir joints. À vous maintenant. Merci beaucoup. Je m'excuse d'être arrivé en retard. Nous sommes dans une région très loin et nous attendons qu'il y ait des problèmes de connectivité. Pour le moment, ça va. Je vais très vite vous expliquer notre expérience de préparation d'une campagne méga du COVID-19 au Soudan. Docteur Islam, est-ce que vous pouvez parler plus proche du microphone? Non, non. Ah oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, oui, oui. Nous vous entendions très bien au début, mais il y avait 30 secondes où ça ne marchait pas très bien. Il semble que nous vous avons perdu. Oh oui, il semble que votre connexion coupe. Est-ce que c'est mieux maintenant? Pour le moment, c'est parfait. Restez exactement où vous êtes, ne bougez pas. OK, OK. Alors, nous attendons notre première campagne au Soudan, méga campagne au Soudan en octobre. Je vais vous expliquer notre préparation pour cette campagne. Prochaine diapositive. Très bien. Alors, notre méga campagne a pour devise, cette fois, est basée sur l'évidence depuis des perceptions et l'application du traceur, parce que actuellement, nous ne pouvons pas appliquer les politiques dues à la situation politique fragile. Alors, nous dépendons maintenant sur la culture soudanaise pour agir et la motivation de s'entre-soutenir et de travailler ensemble. Alors, notre devise est combler l'écart qui vient d'une phrase soudanaise. Si vous parlez l'arabe, peut-être vous connaissez un peu l'idée derrière la campagne, c'est que les personnes se rejoignent pour atteindre le cible vaccinal, pour se responsabiliser et la campagne va dépendre sur des encouragements pour ceux qui sont vaccinés et tout ça autour des activités et des événements. La demande et l'approvisionnement a commencé très tôt dans le processus.
Nous avons impliqué des partenaires à travers cette présentation. Nous allons vous présenter ces partenaires. Il va y avoir des activités de divertissement éducationnel et pédagogique avec dans 5 États statuts basés sur les statuts de vulnérabilité et le taux de couverture en considérant leur localisation géographique, que ce soit au centre, nord, est, ouest, au sud. La campagne se concentre sur des motivations sensibles au genre avec une cinéma et des pâtisseries et des boulangeries mobiles qui ciblent des femelles dans des régions écartées pour cibler des femmes pour qu'elles se fassent vacciner, pour qu'elles aient aussi au même temps accès au cinéma mobile et accès aux boulangers mobiles. C'est aussi de mettre en place un lieu privé et confidentiel et que les personnes donnant les vaccinations, les administrants, soient femelles parce que ça, c'est important pour la communauté et la religion dans ces régions rurales. Nous allons aussi utiliser des influenceurs ambassadeurs nationaux pour le soutien de cette campagne. Nous avons commencé à faire des vidéos avec des tournages avec ces influenceurs et ces champions pour essayer d'augmenter la couverture vaccinale. Les partenaires avec les jeunes sont aussi très importants. Nous dépendons sur les jeunes pour augmenter l'accès et la créativité et leur capacité de distribution et de communication. Nous avons aussi fait un questionnaire avant la campagne et nous allons suivre avec un questionnaire post-campagne pour pouvoir suivre les résultats des interventions SPC. Prochaine diapo. Ici, vous voyez la préparation, la mobilisation de communication, du plaidoyer de communication et de mobilisation sociale dont notre plan de distribution de vaccination au niveau national qui a été mis à jour et révisé. Nous avons fait une réunion de nos surveillants sur le terrain. Nous avons aussi des lignes directrices de microplanning et aussi fait une formation sur les médias sociaux pour les administrateurs aux ministres de santé, qu'ils aient une meilleure capacité de disséminer le message et de pouvoir poster du contenu attirant sur leur site des médias sociaux. L'application du traçage des rumeurs recueille des données pour aider le ministre de Santé de savoir quelles rumeurs sont actuellement distribuées, avec une visualisation des rumeurs. Des ateliers du MEE ont déjà été mis en place en 3 phases au niveau fédéral, national et État. Nous avons 53 personnes depuis l'État, avec 3 individus de chaque État travaillant sur la MEE pour pouvoir effectuer une étude de perception sous le ministre de Santé et le soutien de l'UNICEF. Et les résultats de ce questionnaire de perception a été partagé dans la dernière réunion du MCP et ces résultats ont été utilisés pour mettre en place la conception de notre stratégie et notre campagne d'aujourd'hui. Voilà quelques photos de la formation des influenceurs
influenceurs du média sociaux qui a eu lieu le 5 octobre. La diapositive précédente parlait de la formation pour les influenceurs nationaux. Ici, c'était une formation pour les administrateurs au niveau national. Ils ont été sensibilisés sur la stratégie des médias sociaux et les hashtags qui vont être utilisés pendant la campagne pour avoir une synergie entre tous les partenaires qui sont impliqués dans la campagne. Ici, vous voyez quelques résultats depuis les questionnaires de perception. Ces résultats sont très positifs par rapport à la vaccination. Voilà un tableau qui montre la volonté des personnes de se faire vacciner. Vous voyez dans quel état ils se trouvent. Vous voyez que le nombre, oui, c'est plus que 50% qui sont, qui, qui sont prêts et disposés à se faire vacciner. Nous avons près de 20% qui disent ne pas savoir, qui ont besoin d'un peu d'encouragement à travers l'engagement communautaire, des communications sur les médias sociaux. C'est possible de les atteindre. Nous avons presque 30% par contre qui est marquant de personnes qui ne vont définitivement pas se faire vacciner. Ce sont des personnes qui rejettent complètement. Alors, nous avons besoin d'une politique mise en place pour forcer la vaccination, pour se faire vacciner, ce groupe. Prochaine diapo. Voilà ce qui a été effectué sur la stratégie de communication. À droite, vous voyez la devise et le logo de la campagne. C'est combler l'écart de vaccination et c'est aussi écrit la campagne du vaccination contre le COVID-19. Jusqu'ici, 4 affiches ont été conçues avec des personnes seniors, des femmes et des jeunes, avec un tableau sur la vaccination où vous pouvez mélanger et euh, harmoniser les vaccinations avec les politiques. Nous avons aussi une campagne de panneaux et d'affiches conçue pour des personnes âgées, des femmes et des jeunes, une campagne audio et une animation, un script pour les jeunes et une chanson qui a été révisée et approuvée, une chanson pour les jeunes qui a été enregistrée et une vidéo qui est programmée pour le 19 octobre, du tournage des vidéos avec des influenceurs, avec les, les services gynécologiques et obstétriques. Et nous avons aussi la vidéo qui va être disponible demain. Nous avons commencé sur cette vidéo parce que nous voudrions faire quelque chose de sensible au genre et en voyant des rumeurs liées au genre, nous avons demandé aux gynécologues de venir parler euh, de la vaccination et le genre. Nous avons aussi ciblé un footballeur célèbre qui dit que même si vous êtes fort, vous pouvez toujours devenir infecté par le COVID et devenir source d'infection à vos proches. Ce sont les messages utilisés pour faire partie de la campagne pour améliorer la perception de risque, que les personnes sont bien à risque et peuvent mettre à risque leurs proches. Nous sommes aussi en train de cibler Dr Ahmed Chadoul, qui a déjà tourné sa partie de la vidéo influenceur. Il est secrétaire général de
du comité de spécialisation et cible des événements averses sur la vaccination et l'utilisation nécessaire pour les personnes âgées et les immunodéprimés. Et nous faisons aussi une vidéo animée avec une chanson et des panneaux et affiches. Prochaine diapositive. Prochaine. Voilà des photos de notre engagement dans le secteur privé. Prochaine diapo. Nous avons plusieurs partenaires du secteur privé comme des transporteurs qui vont nous aider avec transportation vers un site de vaccination. Avec l'affiche des messages, nous avons aussi des sociétés télécom qui sont engagées pour aider avec des rappels SMS. Prochaine diapositive, prochaine. Nous avons aussi des sociétés d'alimentation comme Telco qui vont faire partie de la campagne des médias sociaux. Et nous avons aussi des plateformes des médias sociaux qui sont ouverts, qui sont offerts leurs services et des SMS, des messages flash qui vont être affichés pour des conducteurs et passagers sur nos autoroutes. Voilà notre atelier de microplanning. Pardon, Islam. Islam, nous vous avons perdu encore une fois. Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. Beaucoup mieux. Merci. OK. Le médecine à Soudan, c'est le réseau des étudiants en médecine à Soudan qui sont ciblés dans cette campagne pour deux raisons. Parce qu'ils ont une présence renforcée dans tous les États du Soudan et ils ont plus de 19 000 membres. Et la deuxième raison que nous avons ciblé ce groupe, c'est que la culture soudanaise met beaucoup d'emphase et beaucoup de confiance dans les médecins. Alors, comme des étudiants dans la médecine, ils ont beaucoup plus d'influence sur leurs collègues, leurs amis et la communauté. Les régions où ce groupe peut collaborer et contribuer à la campagne est évidence dans leur génération pour identifier les écarts de vaccination entre leurs cohortes et ils peuvent être bénévoles et faire des publicités dans leur campus et à l'extérieur dans la communauté. Et ils peuvent nous aider aussi à travers des médias sociaux, particulièrement TikTok. Ça, c'est un domaine dont nous avons des grands écarts parce que nous travaillons dans WhatsApp et Twitter. Mais TikTok, c'est une plateforme que nous allons utiliser avec nos jeunes. Et nous allons faire aussi un tournoi qu'ils ont suggéré pour quelle université est la meilleure université en termes de la couverture vaccinale contre le COVID-19. Ils peuvent aussi plaidoyer pour l'application de la politique vaccinale dans leur propre campus. Prochaine diapo. Ici, quelques exemples de l'engagement du secteur privé qui ont été effectués à travers les dernières campagnes. Un qui est très célèbre, c'est Dal Foods, ce qui est le groupe d'alimentation le plus grand, qui nous ont proposé 20 camions et 15 panneaux qui sont dans des locales très visible dans Khartoum et des autres endroits très visibles. Prochaine diapositive, nous avons aussi rencontré des défis que nous anticipons pour la campagne à venir. Ce sont des priorités en concurrence, instabilité politique, la sécurité, accès, la varicelle du singe,
des inondations, des urgences climatiques. Nous avons aussi la campagne le 21 octobre, mais le 25 octobre, 21 octobre est un jour historique pour la révolution soudanaise en 64, je pense. Le 25 octobre est la date de rappel du mouvement politique militaire qui s'est passé l'année dernière en Soudan. Alors, nous attendons un peu de déstabilité pendant cette période. Il y a la fatigue dans la communication du COVID-19 qui est un problématique global et local. Nous attendons un défi dans le recueil des données, régularisation des données. Nous attendons aussi que le COVID-19, la campagne, va avoir un effet adverse sur la vaccination en routine en termes des ressources humaines parce que les mêmes personnes qui travaillent sur la vaccination en routine travaillent aussi sur la vaccination contre le COVID-19. Il faut aussi il n'y a pas assez de renforcement des politiques vaccinales contre le COVID-19 pour soutenir un changement de comportement. Les personnes engagées sont très intéressées dans la communauté, mais si les travailleurs en soins de santé sont contre la vaccination, leur famille et les personnes qui l'entourent vont être contre la vaccination aussi. Nous avons aussi beaucoup de changements de personnes, des travailleurs et des bénévoles, mais il y a beaucoup de travail parce que nous avons perdu les effectifs formés, mais nous avons eu le soutien des personnels du ministre et à travers des formations du MEE. Et encore, les priorités concurrentes, c'est encore un défi à adresser. Merci beaucoup. Avec cela, j'arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Dr. Islam. Particulièrement parce que vous êtes dans un endroit très loin du centre, très distant et isolé. Nous vous souhaitons beaucoup de chance et de courage avec votre événement le 22 octobre. Et là, j'espère que vous allez pouvoir combler l'écart. C'est fascinant comment l'énergie des jeunes est utilisée, y compris les médias sociaux et les campagnes des médias sociaux et les influenceurs. Projet dont vous allez aborder. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour des questions et des réponses, mais si je peux vous demander, Dr. Islam, de parler un petit peu plus sur tout ce que vous avez décrit comme des stratégies multi-facées. Quelles stratégies peuvent être ciblées vers des personnes déplacées internellement, des réfugiés ou des migrants? Est-ce que vous voudriez parler un petit peu plus sur ces stratégies ciblées? Merci beaucoup. Je pense oui. Et est-ce que vous pouvez parler un peu plus vers le micro? Oui. Pour nous, est-ce que vous m'entendez maintenant mieux? Oui, très bien. Pour nous, les migrants et les personnes déplacées internement et les réfugiés sont traités comme la communauté centrale et sont inclus dans les plans de vaccination nationaux et sont inclus pour les communautés d'accueil. Nous avons aussi des messages ciblés adaptés dans leur langue pour ces populations spécifiques. J'espère que ça répond à votre question. À vous. OK, parfait. Nous avons eu une question dans le chat. Il nous reste un petit peu de temps.
si vous pouvez aussi parler du 27% des personnes qui ont décidé définitivement de ne pas se faire vacciner. Est-ce que vous savez euh, comment caractériser ces personnes ou ce groupe? Pour la plupart, ils sont mâles. Les femmes ont plus de perception de risque et sont plus prêts à se faire vacciner, mais les femmes ont eu un problème de manque de temps pour pouvoir atteindre un centre de vaccination. Elles étaient occupées à euh, s'occuper de la maison et des enfants, mais c'est pour la plupart des hommes qui refusent. Oui, merci. Très bien, merci. La réponse était très claire. Malheureusement, il nous manque du temps parce qu'il faut clôturer la réunion, mais il reste une question sur la varicelle du singe et si ça a eu un impact sur l'acceptation de la vaccination contre le COVID-19. Alors, docteur Islam, si vous pouvez répondre dans le chat. Sur ça, je voudrais remercier sincèrement les trois présentateurs pour leurs trois présentations excellentes. J'ai beaucoup appris moi-même. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans vos plannings très remplis de partager vos pensées avec ce groupe. Je voudrais maintenant donner la parole à Santosh pour clôturer. Merci encore aux présentateurs pour ces excellentes présentations. Nous avons des diapositives de clôture, mais avant ça, nous avons une question de clôture. Est-ce que vous pouvez maintenant répondre à cette question? Que ferez-vous de manière différente dans une pandémie future pour assurer un accès équitable aux vaccins dans cette population de risque? Il y a des choix multiples, mais sélectionnez seulement trois. D'abord, ce serait la concentration sur l'atteinte de 100% des groupes d'utilisation prioritaire, comme les travailleurs en soins de santé, les personnes âgées, des personnes avec des comorbidités. L'engagement et des équipes de vaccination mobiles concentrées sur ces populations à risque, l'enregistrement facile sur une plateforme qui ne demande pas d'identification, d'assurer que ces populations soient incluses dans des microplans, des campagnes RCCE à une grande échelle via des différents canaux, l'intégration de la vaccination COVID-19 dans des services de vaccination en routine, d'améliorer le recueil des données ou est-ce que vous ne ferez rien de différent? Je vais vous donner quelques secondes pour répondre à cette question. Vous êtes 42% des participants à répondre à cette question. Nous patientons encore 10 secondes avant de révéler la réponse. Très bien. Est-ce que vous pouvez arrêter maintenant la question et montrer les réponses? La réponse, la majorité disent que des équipes de vaccination mobiles et d'engagement communautaire concentrant sur cette population, ce qui est à 69%, 53% de vous sentent que s'assurer que ces populations soient incluses dans le microplanning
Et 47% de vous ont dit que des campagnes RCCE à grande échelle devraient être effectuées à travers des différentes canaux. Alors maintenant, nous avons les diapositives de clôture. Merci. Pour la prochaine séance, nous avons le 15 novembre le sujet des meilleures pratiques dans des stratégies COVID-19 est vraiment le sujet autour de l'intégration de la santé, de soins de santé primaire et la vaccination essentielle. Veuillez vous enregistrer en utilisant le lien à droite. Nous allons avoir 2 pays qui vont présenter autour de l'intégration des services en soins de santé primaire et la vaccination essentielle dans leur stratégie contre le COVID-19. Alors, pour cela, je voudrais souligner encore une fois, vous allez recevoir un certificat de participation à travers l'Université de Nouveau-Mexique. Mais pour le recevoir, vous êtes demandé de répondre à un questionnaire de 5 questions. Nous apprécions vos retours pour pouvoir améliorer ces séances et cette série dans l'avenir. Merci d'avoir rajouté ce lien dans le chat. Toutes les ressources vont être disponibles dans le TechNet. Vous voyez le lien. Et tous les participants qui nous ont rejoints vont être envoyés un mail de suivi avec toutes les ressources, leur lieu de disposition, et les diapositives et l'enregistrement de cette séance. Il y a aussi un groupe de Telegram dans l'introduction du vaccin COVID-19 comme sujet. Et vous avez un lien, y compris un code QR pour se rejoindre. Tout ça est disponible, y compris les notifications pour les prochaines séances, des outils et de ressources et le partage des idées. Prochaine diapo. Encore une fois, merci beaucoup. Merci aux présentateurs pour les présentations excellentes et les participants qui ont pris le temps de rejoindre cette séance. Passez une très bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.